Ravi de vous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi sur notre antenne, les travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur le dopage. La semaine dernière, les sénateurs ont poursuivi leurs auditions avec notamment l'audition de Bernard Lapassé, le président de l'IRB, audition que je vous propose de suivre tout de suite. Et nous commençons nos auditions du mercredi 17 avril en recevant M. Bernard Lapassé, président de l'International Rugby Board, vice-président du Comité national olympique et sportif français. Je me dois, en qualité de président, de rappeler les règles qui s'imposent à nous, à celles et ceux qui ont décidé de venir assister à ces auditions cet après-midi. J'indique à ceux qui sont dans le public l'impossibilité qu'il y a pour ces personnes de manifester l'approbation ou la désapprobation sur ce qu'ils entendent. Et la seconde chose, pardonnez-moi le formalisme, c'est ainsi que nous procédons, c'est de demander à M. Lapassé de dire la vérité, toute la vérité, de lever la main droite et de dire « je jure ». Merci beaucoup. Nous allons vous demander de bien vouloir, si vous le souhaitez, nous dire quelques mots de lancement de notre rencontre en nous faisant part en 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas chronométré à ce point, de l'ensemble des choses que vous souhaitez nous indiquer sur cette importante question de la lutte contre le dopage. Nous procéderons ensuite, nous les membres de la commission, à un certain nombre d'interrogations. Nous vous poserons un certain nombre de questions et vous aurez tout loisir de répondre, comme bon vous semble, aux questions que nous vous poserons. Donc, je commence par le commencement. Je vous donne la parole pour une période relativement brève, mais qui vous laissera expliquer ce que vous avez envie de nous expliquer. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, d'abord pour vous remercier de me permettre d'évoquer un petit peu ces questions devant vous sur le dopage et les contrôles d'antidopage que l'on met en place, qui sont mis en place maintenant depuis pas mal de temps. Et puis c'est l'occasion de m'exprimer en tant que, non plus président de la Fédération française de rugby, mais au niveau de la Fédération internationale, puisque depuis une dernière audition que j'avais faite ici, je ne sais plus dans quelles circonstances c'était, j'ai donc changé de fonction et j'occupe aujourd'hui une fonction internationale qui me permet de voir un petit peu les dimensions posées au niveau de la fédération que je représente, la Fédération internationale de rugby que je représente ici. J'ai envie de dire que bon, c'est aujourd'hui, il y a 2-3 éléments que je voudrais donner comme entrée en matière. Le premier élément, c'est que d'abord au niveau international, le rôle qu'a joué la France pendant une longue période sur la mise en place des contrôles antidopage et des systèmes qui président aujourd'hui au contrôle d'antidopage, notamment l'action qui a été menée par Madame Marie-Georges Buffet et poursuivie par Jean-François Lamour très directement, ont été des éléments extrêmement importants qui sont toujours aujourd'hui des éléments reconnus par les sports internationaux et notamment par la Fédération internationale de rugby. Le rôle qu'a joué la France est un rôle moteur et un rôle déterminant et je crois que c'est un élément important qu'il faut considérer encore aujourd'hui parce qu'il a toujours un rôle à jouer dans la façon dont on aborde des sujets d'antidopage au niveau international. La France est encore aujourd'hui un peu isolée dans le secteur international, il faut le reconnaître. On n'a malheureusement pas un soutien aussi fort qu'on pourrait le croire, qu'on pourrait l'estimer. Le rôle que joue la France doit être poursuivi pour pouvoir continuer à peser sur les orientations qui sont celles qu'on doit avoir en matière de lutte contre le dopage. Ça, c'est le premier élément qu'il faut prendre en considération parce que c'est un élément sur lequel beaucoup de fédérations qui n'ont pas les moyens qu'à la France de pouvoir agir au niveau de sa représentation internationale attendent beaucoup. Beaucoup de pays attendent que la France exprime toujours sa voix, continue à exprimer ses positions pour pouvoir garder une solidité sur les systèmes que ces pays mettent en place à travers leur fédération. Donc ça, c'est un point important sur lequel je voulais d'abord faire part un petit peu de la façon dont la lutte antidopage est perçue dans sa connotation française encore aujourd'hui. Le deuxième élément que je voudrais aborder, c'est qu'on est dans une situation d'antidopage ou de dopage où
les acteurs sont plutôt aujourd'hui en situation d'opposition plutôt que de partenariat. Je m'explique, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte dans la façon dont on aborde la lutte contre le dopage. Pour une fédération, un dopé, un cas de dopage, c'est une sanction lourde, grave. C'est un acte qui met la fédération en position difficile. Elle a besoin de se justifier, elle a besoin de trouver des arguments, elle a besoin d'expliquer pourquoi, comment, même si c'est pas directement la fédération qui est concernée, c'est un joueur qui est concerné, c'est un athlète qui est concerné, mais la fédération se sent en situation de devoir exprimer des regrets, des remords, voire avouer ses fautes, absence de contrôle, absence de ceci ou de cela. Donc le rapport au dopage est toujours une crainte. Et le rapport de la fédération vis-à-vis des systèmes de contrôle est toujours vécu comme quelque chose d'extrêmement négatif. Le contrôle arrive, il y a quelque chose qui se crée, il y a un climat de tension qui se crée, et beaucoup de fédérations se sentent en situation d'inconfort vis-à-vis des contrôles qui sont effectués, sans attendre les résultats de ces contrôles, mais déjà lorsque le contrôle est effectué. Par contre, au niveau des instances de contrôle, que ce soit l'AMA, que ce soit les agences nationales, il y a au contraire une recherche de victoire à la limite. Le mot est un peu excessif, mais une recherche de cas positifs pour influer sur le rôle que cette agence joue ou que ces agences jouent dans leur action contre le dopage. Il y a donc une rivalité qui se crée où on a toujours le sentiment qu'il y a d'un côté des agences et des services de l'AMA qui interviennent pour faire leur travail, pour défendre leurs intérêts, pas forcément leurs intérêts, mais l'intérêt du sport, l'intérêt de la mission qu'ils reçoivent pour veiller à l'application des règles de contrôle antidopage, de façon à pouvoir exercer ce contrôle de façon efficace et montrer les services qu'ils peuvent rendre au sport. Il y a un côté positif dans leur action, alors que du côté des fédérations, c'est toujours vécu de façon extrêmement contraignant et comme un élément pesant, lourd et difficilement acceptable. Ce climat, qui est peut-être pas général à toutes les fédérations, mais qui existe au niveau des fédérations, qui a été exacerbé dans le cyclisme, on l'a vu pendant des années, des rapports extrêmement difficiles entre les systèmes de contrôle et la Fédération internationale de cyclisme, il existe encore. Alors, en rugby, pas forcément, peut-être pas dans tous les pays, mais dans certains pays, oui. Donc il y a quand même encore ce sentiment où on ne travaille pas sur un même niveau de référence. Il y a quelque part quelque chose qui manque dans ce système dans lequel on vit aujourd'hui, où la façon d'aborder le contrôle antidopage n'est pas vécue, n'est pas perçue, n'est pas reçue, le message n'est pas reçu de la même façon, n'a pas les mêmes intentions qui permettent de rapprocher les points de vue, de rapprocher les organismes qui interviennent sur ces facteurs-là et qui n'ont pas forcément, en finale, un sentiment d'appartenance au même combat. Vous voyez, il y a quelque part une distorsion entre les acteurs qui interviennent dans le débat de l'antidopage. Et ça, c'est permanent, c'est quasiment permanent. Il y a quelque chose qui est vraiment permanent et qu'on doit vraiment analyser pour savoir comment on peut essayer de travailler pour que on sache bien se mettre en situation de travailler ensemble et que le lien entre les fédérations et leurs athlètes et leurs clubs et leurs athlètes, eh bien, il doit être assuré de façon pérenne sur des systèmes de communication, de formation. J'y reviendrai là-dessus, parce que je crois que l'élément de formation, il est capital. Et même chose sur le plan des agences, on doit travailler en liaison avec les fédérations de façon à pouvoir aborder des thèmes de référence en termes de formation et de communication qui soient adaptés à la façon dont les gens vivent ce système de contrôle antidopage. Alors, je ne dis pas qu'il faille véritablement rentrer dans un système où on est très heureux lorsqu'il y a des cas de dopage positif. C'est pas ce système-là. Mais qu'on soit conscient que le rôle de chacun doit être déterminé et que dans ce rôle-là, il y a véritablement une nécessaire concertation beaucoup plus importante, beaucoup plus fouillée, beaucoup plus élaborée, qui permettent de rassembler les acteurs du même côté de la barrière, quoi. Et qui n'est pas le sentiment qu'on attache forcément des conflits derrière ce type d'activité.
Donc voilà les deux éléments majeurs que je ressens. Concernant le rugby, bon, j'y viens rapidement. On a signé le code mondial d'antidopage en 2003. On était une fédération qui est, dès le départ, s'est inscrite dans le contrôle antidopage. On a vraiment travaillé de longues années avant que je sois moi-même président. On a un service, une commission d'antidopage qui est présidée aujourd'hui par Giancarlo Dondi, qui est l'ancien président de la Fédération italienne de rugby, qui était membre du CONI, qui était président de la commission d'antidopage au CONI, qui connaît bien ces sujets, qui a vraiment une très bonne connaissance des dossiers et qui intervient de façon extrêmement pertinente dans la conduite de nos stratégies. On a donc un certain nombre d'outils, on a un site internet dédié, on a un site sur lequel je vous invite à aller si vous voulez, c'est keeptherugbyclean.com, c'est un site régulier sur lequel on intervient, qui est en 3 langues, français, anglais, espagnol. On développe certains sujets en différentes langues pour aborder un peu la reconnaissance de notre système sur d'autres territoires. On a un système de stratégie permanente qui nous a permis depuis 2003 de faire un certain nombre de contrôles importants. Juste un chiffre, en 2012, on a effectué 1542 contrôles hors compétition. Hors compétition, dont 359 contrôles sanguins, puisqu'on est une des fédérations internationales aujourd'hui qui pratiquons les contrôles sanguins depuis de nombreuses années pour faire des recherches beaucoup plus approfondies sur le système de contrôle antidopage tel que nous l'avons installé. Donc on est bien évidemment sur toutes les grandes compétitions internationales, depuis les seniors avec la Coupe du Monde de rugby, bien sûr, jusqu'aux plus jeunes avec les compétitions des moins de 18 ans ou des moins de 19 ans et les moins de 20 ans. On est vraiment dans des contrôles permanents. 2 disciplines, le 15 et le 7, qui sont les 2 disciplines majeures. Et on a un programme qui est aujourd'hui destiné à toutes les fédérations nationales. On a 117 fédérations nationales qui sont membres de l'IRB. Et sur ces 117 fédérations nationales, malheureusement, on en a très peu qui ont eu la possibilité de créer des systèmes de contrôle antidopage nationaux. On en a 10. Et ça, c'est un vrai problème que nous avons. Il n'y a pas un travail, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est pas malheureusement une situation très efficace. Il n'y a pas cette volonté exprimée par d'autres gouvernements pour soutenir efficacement aux côtés de leur fédération, puisque nous ne sommes qu'une fédération parmi les nombreuses fédérations qui existent aujourd'hui dans les pays majeurs de la planète sportive. Mais il n'y a pas malheureusement des outils nécessaires pour qu'on soit efficace sur le plan des configurations plus larges des moyens d'action qu'on pourrait mettre. Donc voilà, Monsieur le Président, tracer rapidement les quelques éléments que je voulais apporter à la connaissance de la Commission. Merci pour cette introduction. Vous avez évoqué dans vos propos liminaires une question que j'aurais pu vous poser, mais vous avez commencé à y répondre, donc elle n'est peut-être pas indispensable. Elle concernait la répartition des pouvoirs entre les fédérations internationales et les agences nationales de contrôle antidopage. Mais il y a peut-être une question consécutive à vous poser. Est-il facile pour une fédération internationale de lancer des contrôles sur des joueurs très emblématiques? Alors pour le rugby, ça pose aucun problème. Sur le rugby, il y a vraiment une chose qui est vraiment établie, c'est la possibilité de donner à la fédération internationale d'intervenir, quel que soit le joueur, quelle que soit la compétition, quel que soit le moment de l'année dans lequel on établit un contrôle. Il n'y a absolument aucune difficulté majeure, même aucune difficulté que nous ayons rencontrée pour effectuer tel ou tel contrôle sur tel ou tel joueur. On a vraiment de ce côté-là, à ma connaissance, puisque je suis président depuis 2008, mais même dans le passé récent, puisque j'étais membre du conseil de l'IRB depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années, j'ai jamais eu connaissance d'éléments qui auraient pu intervenir sur des non-contrôles pour la notoriété de tel ou tel joueur dans telle ou telle circonstance. Ça ne s'est jamais arrivé. Dans le prolongement de cette première question, un second point que je souhaiterais évoquer avec vous, avez-vous vu déjà des demandes
émanant de certaines nations pour limiter les contrôles antidopage ou bien pour ne pas sanctionner un sportif. Estimez-vous qu'il est difficile d'évoquer la question du dopage dans le rugby? Alors, première question, non, j'ai pas eu connaissance de sujets émanant de certaines unions, certaines fédérations. Je sais que le débat a eu lieu avant que j'arrive, moi, à la présidence de l'IRB, puisque lorsque les premiers systèmes se sont mis en place à l'initiative de la France, il y a eu des prises de position de certaines fédérations qui ont été dubitatives sur à la fois la nécessité de le faire comme l'efficacité de l'action. Donc il y avait à la fois les deux éléments. Est-ce qu'il vraiment c'était nécessaire de faire des contrôles antidopage et pourquoi et pour quelles raisons, etc. Donc il y a eu vraiment beaucoup d'explications qu'il a fallu donner. Et puis sur l'efficacité des moyens, lorsqu'on a créé le système de l'AMA, tout le monde y a vu une espèce d'organisation internationale démesurée pour les résultats qu'on pouvait en attendre, sur les moyens qu'on pouvait y mettre, sur l'efficacité qu'on pouvait attendre de ces résultats, etc. Donc il y a eu vraiment quelques fédérations qui ont mis quelques doutes sur la façon, peut-être parce que ça venait de la France, il ne faut pas se cacher que moi je vis dans une fédération qui est 80% britannique, et que dans ce domaine qui nous concerne, la France a été le précurseur plutôt que les Britanniques l'ont été. Donc ça a été vraiment un élément un peu de dépit, certainement, même s'il y avait dans certains pays certainement un problème qui se posait en termes de moyens financiers. Certains ont vu tout de suite le fait que ça allait coûter beaucoup d'argent, que ça allait vraiment coûter beaucoup en hommes, en temps, en capacité d'organisation, et que certains ne voyaient pas la façon dont on pouvait aborder ces sujets sans avoir véritablement un aperçu beaucoup plus précis de la façon dont on pouvait procéder. Donc il y a eu cette période-là qui a existé, elle n'y est plus aujourd'hui. Tous les contrôles sont admis, on fait des compétitions partout dans le monde. On fait des compétitions à Fidji, à Tonga, Samoa, on fait en Afrique du Sud, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, nation majeure. On en fait sur tous les continents. On est maintenant en Asie. On a la Coupe du Monde 2019 à Tokyo, au Japon, enfin au Japon, puisqu'il y aura 10 stades, on fait 2019. On a la Coupe de rugby à 7 à Moscou, au mois de juin. Donc j'ouvre de nouveaux territoires pour aller partout. Et partout, on impose, on marque le territoire sur les contrôles antidopage. Donc il n'y a pas de territoire interdit, il n'y a pas de fédération interdite, et il n'y a pas de joueurs interdits pour l'ensemble des systèmes que l'on met en place. Si on revient sur les doutes ou les interrogations de certaines unions en fonction du pays dans lequel on se trouve, quels étaient les plus réticents parce que l'initiative française pouvait leur sembler un peu exagérée? Est-ce que vous avez des exemples précis? Pouvez-vous nous dire quels étaient les pays qui réagissaient plutôt mal, même si aujourd'hui les choses se sont normalisées? Je crois que l'hémisphère sud, de manière générale, était un peu dubitatif. Ça venait de la France, l'Angleterre est venue très vite derrière nous, donc on a eu le soutien de l'Angleterre. Et comme vous le savez, il y a des rivalités importantes en matière rugbystique entre le Nord et le Sud, c'est toujours traditionnel encore aujourd'hui. Et Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud étaient vraiment très dubitatifs sur la façon dont on allait procéder, sur la façon dont on allait pouvoir organiser ces systèmes-là. Ça venait en plus dans un contexte qui est très, très européanisé, puisqu'il y avait le CIO derrière, il y avait des gens qui étaient concernés, qui n'étaient pas forcément venus de ces territoires du Sud. Donc il y a eu vraiment une mauvaise humeur marquée pendant un certain nombre de temps très significatif. Donc surtout qu'on rentrait dans le monde professionnel, parce qu'on est un sport jeune, et donc on rentrait, c'était l'époque où on a commencé à travailler sur le secteur professionnel. On a créé un système professionnel en 95, et donc les premiers joueurs professionnels sont rentrés dans une carrière haute ou tout autre en matière rugbystique. Et cette période-là était une période un peu difficile pour certaines fédérations, puisque tout de suite, dans l'hémisphère sud, ces joueurs sont rentrés en contrat avec les fédérations. Vous savez que dans le Nord, c'est l'inverse. Les joueurs sont en contrat avec les clubs. Donc on avait tous ces systèmes qui étaient conduits de façon très différente, avec des responsabilités partagées. On avait vraiment essayé d'établir des règles de conduite
sur les problèmes de dopage en liaison directe avec les clubs et les représentants des ligues et ensuite la fédération nationale. Donc on avait différents acteurs qui permettaient d'aborder le problème de contrôle de dopage de façon beaucoup plus organisée et structurée. Ce n'était pas le cas dans l'hémisphère sud. Et donc il a fallu que ces fédérations, qui traitaient directement avec leurs joueurs, imposent à ces joueurs un système de règles, imposent à ces joueurs un certain nombre de pratiques, leur permettant d'effectuer ces contrôles avec efficacité et avec certitude sur l'application des moyens et des objectifs que l'on défendait. Donc là, il y a eu, de la part des hémisphères sud, des réticences marquées plus que celles du Nord. Et est-ce que le passage au professionnalisme a changé les choses en matière de réaction à l'égard de la lutte contre le dopage? Oui, parce qu'on est rentré tout de suite dans les grandes compétitions internationales. Et il y a eu deux phénomènes qui ont été dans le second dont j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, il y a eu deux phénomènes qui ont marqué l'évolution en matière de contrôle et de dopage. C'est d'abord l'accélération des compétitions internationales professionnelles, que ce soit les Coupes du Monde, que ce soit les Coupes d'Europe. Dans le Nord, c'est une compétition internationale, que ce soit les compétitions internationales des moins de 20 ans, les Coupes du Monde des moins de 20 ans, les Coupes du Monde des moins de 18 ans. Donc on est rentré dans des processus où toutes les nations se rencontrent sous l'égide de l'IRB. Et ça, c'est un élément qui a été déterminant dans la façon dont on a abordé les contrôles, parce que sur ces compétitions-là, c'est l'IRB qui manageait ces contrôles. Quelquefois, l'AMA venait sur certaines compétitions. Et donc, on a monté des systèmes qui ont donné de la cohérence dans la façon d'aborder ces sujets, d'aborder ce système de fonctionnement, de mécanisme de fonctionnement de contrôle. Et ça a donné une prise de conscience vis-à-vis de la nécessité d'accomplir ces contrôles très marquée au niveau du Sud. Donc aujourd'hui, ces sujets se sont stabilisés. Le second facteur qui a été déterminant dans le monde professionnel, c'est la circulation des joueurs. Et ça, ce n'est pas forcément encore totalement stabilisé. Parce que c'est d'un bon côté, c'est que tout le monde aujourd'hui joue avec tout le monde. Il y a 35% des joueurs du championnat de France professionnel en France qui sont des étrangers. C'est beaucoup. Qui arrivent avec leurs différences, qui arrivent avec leur culture, qui arrivent avec leur façon de vivre le monde professionnel. Et on a craint à un moment que, parce que certains pays n'ont pas ces systèmes de contrôle, n'ont pas les moyens de faire ces contrôles, n'ont pas les outils pour mener ces contrôles, on a craint à un moment qu'il y ait pu y avoir un certain nombre de dérapages. C'est une crainte qui existe, peut-être encore un petit peu aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, parce que les joueurs professionnels qui arrivent de ces pays sont des joueurs aujourd'hui qui sont quand même des joueurs formés, qui sont professionnels depuis longtemps, mais les premières générations de ces joueurs ont pu peut-être poser quelques problèmes. On n'a jamais eu d'éléments pour démontrer, pour le prouver, pour attester que, certainement quelques rumeurs ici ou là manifestaient des craintes sur cette possibilité qu'il y avait de voir arriver des joueurs sans savoir véritablement qui ils étaient, d'où ils venaient, comment ils étaient formés, sur quelle culture de vie ils étaient, etc. C'est le moment aussi où on a vu apparaître des produits nouveaux de performance énergétique, des produits énergétiques de performance pour élaborer des muscles de configuration beaucoup plus forte, etc. Donc on a eu toujours une période un peu compliquée qui a été difficile à aborder pendant les 4-5 premières années de cette évolution-là. Merci. Jean-Jacques Lozach, notre rapporteur. Bien, merci. Merci, Monsieur le Président, pour votre contribution à notre commission d'enquête parlementaire, d'autant plus que vous pouvez vous appuyer à la fois sur une expérience nationale et internationale. Mais je voudrais revenir sur la dernière question de mon collègue président sur la véritable mutation qu'a connue le rugby depuis une vingtaine d'années. Et cette mutation, vous l'avez vécue de l'intérieur, puisque vous êtes devenu président de la Fédération française de rugby en 1991, et donc vous avez vécu le passage au professionnalisme. Et il s'en est suivi un certain nombre d'éléments qui sont quand même incontestables. Tout à l'heure, vous avez évoqué des calendriers de plus en plus lourds, de plus en plus chargés, mais on constate également une arrivée quand même massive de l'argent dans le rugby professionnel. Vous l'avez rappelé, une véritable évolution morphologique des rugbymen eux-mêmes. Une nature de cette pratique sportive qui est quand même devenue beaucoup plus rude, beaucoup plus virile.
hein, c'est devenu quasiment un sport de combat collectif. Est-ce que vous croyez ou pas que cet environnement-là est plutôt facilitateur de conduites illicites comme la prise de produits dopants? Est-ce que la pression n'est pas nettement supérieure aujourd'hui à ce qu'elle était il y a 20 ans ou 25 ans dans le rugby? Je ne peux pas répondre parce que je n'en ai pas les outils ni les moyens. Simplement, mon sentiment personnel, c'est qu'on ne peut pas raisonner comme ça en termes de globalité parce que c'est très difficile de pouvoir aborder la vision professionnelle à partir simplement de quelques références un peu générales. Vous savez, chaque pays vit avec son régime professionnel à son échelle. Je prends par exemple la Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud. Il y a en Nouvelle-Zélande 120 joueurs professionnels. En Australie, il y en a 110 ou une centaine à peu près, une petite centaine. Et en Afrique du Sud, je crois qu'il y en a 140 ou 150. Ces systèmes qui sont en place dans ces pays aujourd'hui permettent d'avoir un suivi régulier de ces athlètes, de ces joueurs, de façon très régulière. Donc il est plus facile pour ces pays de mesurer la façon dont ces joueurs se préparent, travaillent, s'engagent dans le métier, sur le suivi des blessures, parce que quand on parle surtout de jeu, c'est surtout sur les blessures que ça intervient, sur la manière dont on peut gérer les temps de récupération et sur les calendriers, puisque dans ces pays, il n'y a pas de club, donc il n'y a pas de compétition de club, donc ça diminue d'autant le nombre de matchs. Il n'y a pas cette pression qu'ont les joueurs de l'hémisphère nord sur le nombre de rencontres jouées par un joueur à l'année. Jusqu'à peu, puisque maintenant ça a un petit peu changé avec l'arrivée du Super 15 là, qui a donné un peu plus de matchs pour les provinces. Il y avait très peu de matchs à ce terme. Il y avait à peu près 35 matchs par an. C'était pas vraiment énorme. Ça se limitait à ça. Il y a un petit peu plus aujourd'hui. Le cas est tout à fait différent quand on examine les autres pays que sont, par exemple, je prendrai il y a deux autres exemples. Le premier exemple, c'est les îliens, Fidji, Tonga, Samoa, où là, malheureusement, il n'y a rien. Il y a très peu d'outils. Alors, on a construit, on a l'IRB, on a investi beaucoup d'argent pour créer des systèmes de formation, créer des systèmes de contrôle, créer des systèmes nationaux. C'est des pays qui sont extrêmement difficiles parce que pas stables. Bon, Fidji, vous le savez qu'aujourd'hui il y a une révolution à Fidji, c'est un régime militaire qui régit aujourd'hui le sport à Fidji et qui est devenu le président de la fédération de rugby de Fidji est un militaire. Extrêmement difficile à rentrer aujourd'hui au sein de la fédération de Fidji. C'est pas pour autant qu'ils sont dans le dopage, mais ça traduit un phénomène dans lequel la vie sociale dans ces pays, elle tourne autour d'une valeur qui reste encore des valeurs d'une société fermée sur elle-même. Donc il y a des traditions qui jouent, il y a des systèmes qui interagissent les uns avec les autres et pour lesquels il est extrêmement difficile, sur lesquels il est extrêmement difficile d'agir. Et là aussi, il n'y a pas beaucoup de matchs. Il y a très peu de matchs pour ces îliens, il y a très peu de rencontres. Donc le facteur dopant est un facteur à risque peut-être, mais qui n'est pas, à mon avis, très marqué. Là où le danger peut exister, c'est dans l'hémisphère nord, où là on a des compétitions, notamment des 6 nations, qui sont extrêmement nombreuses entre eux, les vies des clubs, le championnat et les Coupes d'Europe, et les rencontres internationales de ces pays avec les tournois de 6 nations et les tournées de juin et de novembre. Donc là, ça donne des calendriers excessivement chargés. Alors, là-dessus, il peut y avoir un problème une tentation, peut-être pas un problème, une tentation d'utiliser un certain nombre de produits, peut-être. C'est pour ça qu'on a mis en place, par l'IRB et par l'AMA, des contrôles répétitifs sur ces compétitions. On fait plus de contrôles aujourd'hui dans le Nord qu'on en fait dans le Sud. On est beaucoup plus présent dans des systèmes de contrôle sur les compétitions qui se déroulent ici dans l'hémisphère Nord qu'ils ne sont dans l'hémisphère Sud. On est beaucoup plus attentif sur le risque éventuel que l'on peut courir avec la multiplicité des compétitions et la façon dont on peut intervenir de façon efficace. On a laissé quand même cette liberté, c'était un accord que j'avais pris moi avec à l'époque Serge Blanco pour augmenter le nombre de joueurs sous contrat dans les clubs, pour essayer de faire rouler les joueurs, faire des roulements qui puissent se reposer, qui puissent y avoir des temps de repos, des temps de récupération, de façon à pouvoir organiser des systèmes
on n'a pas pu aller jusqu'à la limitation du nombre de matchs parce qu'on avait ce projet de limiter le nombre de matchs à l'année. Légalement, je n'avais pas le droit. Donc, s'il n'y avait pas l'accord des clubs, je ne pouvais pas le faire. Donc, la liberté du travail ne permet pas une limitation du nombre de matchs. La liberté du travail s'applique en application des règles du Code du travail. Donc, je ne pouvais pas limiter l'accès au travail pour des joueurs sur quel que soit le nombre de matchs ou les difficultés qui pouvaient en résulter. Donc, on avait fait une étude juridique là-dessus. Et comme malheureusement, je n'ai pas pu avoir l'accord des clubs sur cette pratique, je n'ai pas pu arriver. Mais je crois que là-dessus, il y a certainement un sujet sur lequel il faut être attentif. Et donc nous, on a vraiment un système très, très marqué sur les contrôles que l'on effectue dans ce secteur-là. Juste avant de rendre la parole au rapporteur, il n'y aurait vraiment aucun moyen de limiter la durée, le nombre de matchs on doit en permanence tenir compte de ce que pensent les clubs. Ce sont les clubs qui décident. Bon, je prends la casquette de Fédération française, là, parce que je ne peux pas en parler, c'est pas la même règle partout pour l'IRB, donc je ne peux pas intervenir sur les pays, mais s'il y a vraiment une règle qui est lourde d'effet, c'est le fait que nous ayons la liberté de circulation des travailleurs dans la communauté européenne et le droit du travail qui s'applique de façon maintenant beaucoup constante dans l'évolution des droits européens. Il n'y a qu'une clause sur laquelle on pourrait agir, mais il faudrait qu'on y travaille maintenant de façon beaucoup plus précise. C'est que, vous savez, depuis la présidence française de l'Union européenne en 2009 à Bayonne, c'était Bernard Laporte qui était le ministre des Sports à l'époque, on a fait inscrire la spécificité du sport dans le traité européen. Donc ce terme de spécificité des sports peut nous ouvrir des perspectives à condition qu'on trouve effectivement maintenant en France des outils juridiques pour avancer sur le thème de la spécificité du sport, sur la limitation, sur des raisons fondées. La santé, pas forcément la limitation en nombre de matchs pour des raisons de dopage, parce qu'ils ne sont pas avérés, mais sur la santé du joueur, sur la sécurité du joueur, sur les nombres de blessures qui sont éventuellement recensées, il peut y avoir des critères qui méritent vraiment une étude, mais peut-être qu'on aurait la possibilité juridiquement de fonder, sur la base de l'évolution du traité, un règlement permettant d'être beaucoup plus contraignant dans la façon d'aborder la gestion d'une saison. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous pénalise considérablement. Monsieur le rapporteur. Bien, Monsieur le Président, vous avez évoqué les contrôles. Est-ce que vous croyez en l'efficacité des contrôles inopinés ? Est-ce que vous avez par exemple la certitude que dans l'hémisphère sud, les contrôles inopinés ont lieu dans des conditions satisfaisantes comme elles peuvent se passer ici sur le continent européen? Écoutez, là-dessus, oui, je crois que oui, parce que j'ai pas eu d'avis négatif. J'ai pas d'avis négatif sur les contrôles, donc je ne peux pas dire que ça soit mal passé. J'ai pas eu de refus. Il y a eu quelques refus en France, ou quelques-uns en Europe. Il y en a eu quelques-uns aussi dans l'hémisphère sud, mais très peu en pourcentage par rapport à l'ensemble des contrôles qui sont effectués. Donc, il n'y a pas vraiment un sentiment de non-respect de la procédure. Par contre, votre question me permet d'intervenir sur un sujet. J'aimerais bien qu'on ait une coordination beaucoup plus étroite entre l'AMA et les fédérations internationales sur la façon dont on pourrait diriger les contrôles. Je crois que ce serait bien que l'AMA nous permette d'avoir une réflexion, parce que bon, la Coupe du Monde, c'est clair. Tout le monde vient pour la Coupe du Monde. L'AMA délègue ses contrôleurs. La Fédération nationale a les siens. On est nombreux sur le site. Là-dessus, on fait des contrôles nombreux, variés. D'accord, mais par contre, derrière, il n'y a pas forcément la même quantité de contrôles qui sont effectués. On n'a pas les mêmes disponibilités sur les compétitions. Il n'y a pas forcément un calendrier qui permet de mesurer les interventions que l'on peut faire au niveau de l'AMA comme au niveau de la fédération. Peut-être qu'il serait bien qu'on ait des calendriers qui se mettent en place, beaucoup plus structurés. D'abord, ça permettrait aux gens de se connaître et d'avoir un peu plus confiance par rapport au sentiment que j'exprimais tout à l'heure sur les objectifs que l'on poursuit, d'avoir véritablement des relations qui permettent d'avoir sur le terrain une efficacité de présence rapprochée. Parce que bien sûr, les fédérations locales, nationales, quand elles voient les petits accros qui peuvent se passer entre les contrôleurs de l'AMA d'un côté, qui n'appliquent pas les mêmes procédures que nous appliquons, il y a de temps en temps des petits anicroches sur les procédures utilisées. Bien sûr que les fédérations nationales ou les joueurs
eux-mêmes les utilisent pour dire attendez, encore une fois, c'est le bazar, on nous emmerde, on nous contraint et on n'est pas, voilà, vous n'êtes pas d'accord entre vous, vous n'êtes pas les mêmes. Bon, il y a de ce côté-là peut-être du travail à faire pour qu'on puisse être beaucoup plus près de la réalité et des objectifs que l'on poursuit. Si on a des alertes, si on a des soupçons, si on peut avoir un certain nombre, qu'on puisse arriver à trouver des outils qui peuvent être utilisés soit par nous direct, soit par l'AMA. Je crois qu'il peut y avoir là-dessus des éléments qui sont complémentaires, nécessaires à redonner un climat serein dans l'ensemble des contrôles qui sont effectués, et en même temps peut-être un peu plus près de la réalité de ce qu'on peut craindre ou redouter sur certains territoires. Dans le prolongement de la question du rapporteur, que pensez-vous des contrôles inopinés? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ce serait à adapter, à améliorer? Selon nous, on a peut-être tort. Ils sont assez indispensables pour faire avancer la lutte contre le dopage. Donc qu'en pensez-vous de ces contrôles inopinés? Mais moi, je crois que c'est nécessaire. À mon avis, le contrôle en dehors des compétitions, puisque c'est comme ça que je l'appelle, il y a le contrôle en compétition qui, lui, est parfaitement justifié sur la compétition. Bon, le contrôle hors compétition, ça permet le suivi de ce qui peut se cacher derrière ce qu'on a vu dans d'autres disciplines, sur des opérations beaucoup plus fortes dans la manipulation génétique, pas génétique, sanguine, ou des manipulations peut-être plus lourdes sur les organismes des athlètes. Donc là-dessus, la science a montré qu'il existe des procédés, qu'il existe des techniques. Les contrôles l'ont prouvé aussi qu'il y avait des dérives résultant de ces pratiques. Donc il est important qu'on maintienne la pression sur les contrôles hors compétition. Après, je crois qu'il est important de définir ce que l'on peut faire, comment on peut faire. Je crois qu'il faut qu'on soit, dans la mesure où c'est un contrôle qui suscite, dans le monde sportif, d'une manière générale, un commentaire. Tiens, toi, tu as fait l'objet d'un contrôle, ben alors pourquoi toi? Et qu'est-ce qui se passe? Donc le joueur se sent déjà un peu fautif par rapport à ses collègues. Dans un sport collectif, c'est comme ça que c'est perçu. Donc il y a quelque chose qui est gênant pour l'athlète, c'est qu'il se sent en situation de devoir se justifier alors qu'il a été pris au hasard, alors qu'il a été pris sur un critère tout à fait extérieur à sa propre démarche. Donc il se sent en difficulté par rapport à ses collègues. Et ça, ses camarades de club. Ça, c'est embêtant. Donc il faut qu'on sache comment résoudre ça, comment on peut expliquer ça. Il y a vraiment une nécessité de pédagogie derrière ça, parce que ça crée des systèmes, ça crée des sensations de malaise entre les équipiers, et ça c'est pas très bon. Il y a un deuxième élément aussi qui intervient dans le système inopiné, c'est que chacun se sent concerné. Donc là, c'est peut-être l'élément positif. C'est qu'à partir du moment où on fait un contrôle dans un club, vous êtes certain que les 40 joueurs professionnels le savent, ça peut leur arriver. Les dirigeants le savent, attention, on est sous surveillance. Les supporters aussi, parce que les médias rapidement sont au courant. Donc il y a une information qui sort dans les médias. Donc il y a un élément de communication derrière le contrôle, mais qui est une communication qui malheureusement est basé sur l'élément répressif. Il y a très peu de communication sur l'élément préventif. Je crois que là-dessus, c'est quelque chose d'important. Pour qu'on fasse adhérer les gens, et notamment les sportifs, et le monde sportif, il faut que le contrôle qui sont effectués dans les circonstances fasse l'objet d'une communication où on apporte quelque chose, où on soutient quelque chose, où on confirme une volonté de donner le meilleur de quelque part. Il faut qu'on soit positif plus que négatif. Or, toujours les commentaires qui sont effectués en matière de dopage aujourd'hui, notamment dans les médias, c'est pas parce qu'ils sont là, mais on a des sentiments négatifs. Il y a toujours des suspicions qui laissent à travers un système de contrôle ou un résultat. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, peut-être essayer de gommer. On a besoin de contrôles inopinés, il faut les maintenir, il faut leur donner du sens, il faut leur donner du contenu pour qu'on en tire quelque chose qui permet de continuer dans la sécurité à faire ce qu'on doit faire. Président, tout à l'heure, vous avez évoqué la Coupe du Monde de rugby et vous avez dit l'IRB arrive avec ses contrôleurs, l'AMA arrive avec ses contrôleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une instance de trop? Oui, mais c'est à laquelle je me garderai bien de dire non.
On a besoin de fixer des... On a besoin de tout le monde. Il faut pas au contraire. Je vous dis tout à l'heure qu'on a une dizaine de nations qui sont vraiment armées avec des agences à peu près correctes pour travailler correctement. On en a pas assez. Donc on a besoin d'agences nationales et plus on en aura, mieux ce sera. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Et là-dessus, il y a un gros travail à faire de conviction vis-à-vis des gouvernements. Et c'est là où le rôle de la France a encore tout son sens pour pouvoir peser sur les gouvernements en la matière, pour qu'on continue à être actif dans ce domaine-là. Après, non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est suffisant d'avoir un organisme totalement indépendant du mouvement sportif, en l'occurrence l'AMA, pour procéder à ces contrôles dans ce genre de compétition internationale? Alors, c'est pas l'avis de tout le monde. Hein. Ça reste intéressant à savoir. Ça peut être de l'AMA, c'est pas gênant. Ça peut être aussi la Fédération internationale. Je vois pas comment on pourrait. Il faut en tout cas qu'on en parle. Moi, je suis pas du tout opposé à des systèmes qui se mettent en place. Au contraire, je les recherche. Mais qu'on puisse définir une règle de conduite. Moi, j'ai besoin de ça. Parce que ça ne sert à rien d'envoyer des contrôleurs s'il y a déjà une instance qui intervient. Alors, on est quelquefois pas informé, les fédérations internationales. On n'est pas informé. Il y a une compétition qui se crée, on voit arriver les gens. Et tant mieux, peut-être qu'on n'a pas à être informé, je ne sais pas. Mais il faut vraiment qu'on organise les choses. Il faut vraiment qu'on sache quelles sont les possibilités d'agir, parce qu'il y a tellement de terrains d'action. Il y a tellement de pays qui sont à contrôler, tellement de joueurs qui sont à contrôler. C'est un peu idiot qu'on se marche sur les pieds sur quelques compétitions parce qu'elles sont majeures et que chacun recherche quelque chose de fort dans son action et que d'un côté on passe parce qu'on n'a plus les moyens d'aller quelque part où il peut y avoir d'autres intérêts peut-être plus marqués que dans cela. Je pense qu'un joueur aujourd'hui en Coupe du Monde, en rugby, je parle en rugby, hein, ce serait très compliqué un joueur venant en Coupe du Monde de se doper avant la compétition, pendant la compétition. Il y a tellement de pressions qui sont exercées parce qu'on intervient, nous, avant la compétition, souvent, dans les systèmes de préparation de tous les pays, des 20 pays qualifiés. On a les systèmes de contrôle sur les 20 pays qualifiés pour faire des contrôles systématiques avant la compétition. Donc on est dans un mode de préparatoire à l'athlète sur la compétition en matière de dopage où il sait véritablement que il est dans un système où il peut pas déroger. Et comme il n'y a pas cette culture de dopage collectif comme on peut l'avoir dans certains sports, il n'y a pas ça chez nous, ça n'existe pas. Il n'y a pas cette volonté de tricher, de système organisé, d'amener. J'ai jamais eu vent de quoi que ce soit dans ces domaines-là. Donc vraiment, on est dans un système où on a besoin de savoir qui fait quoi. Comment on fait, quand est-ce qu'on intervient, ça me paraît nécessaire. Ça me paraît nécessaire. J'enchaîne sur une question plus précise, parce que vous évoquiez donc la préparation, et effectivement, on est très attaché à ce suivi médical des sportifs de haut niveau, mais une situation très circonscrite. Il y a un préparateur physique français, vous le savez très bien, M. Camborde, qui a été mis en examen en 2011, pour, je cite, « importation et détention de marchandises prohibées, exercice illégal de la profession de pharmacien et mise en danger de la vie d'autrui ». Tout simplement parce que les enquêteurs ont notamment découvert des cachets de glenbuterol chez lui. Or, cette personne, c'est elle qui a entraîné les Argentins pendant la Coupe du Monde de rugby 2007. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que dans certains pays, la situation, l'approche est moins ou plus volontariste que dans d'autres pays? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'Argentine n'a pas de système de contrôle aujourd'hui suffisamment efficace pour mener véritablement une politique d'antidopage. Donc la vraie question, c'est celle-là. Si on veut vraiment rentrer dans un système efficace, il faut qu'on nous donne les moyens d'avoir davantage d'agences nationales sur le terrain et donner cet outil aux fédérations pour pouvoir agir. Parce que les fédérations d'elles-mêmes, la fédération argentine est la première concernée, vous savez, n'a pas les moyens financiers de pouvoir peser sur un système organisé en matière de lutte contre le dopage. 80% de ces joueurs de rugby jouent à l'étranger. Vous savez, que ce soit en Angleterre, en France, en Irlande. Donc tout le poids professionnel vécu par l'Argentine, il est payé par les clubs français, anglais ou irlandais. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui passe dans le secteur professionnel en Argentine. C'est consacré à l'activité des clubs amateurs, c'est des grands clubs à la tradition anglaise, c'est des multisports, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la façon dont ça se passe, et ça vit dans des clubs très old-fashioned, quoi. C'est des clubs à l'anglaise, hein. C'est pas du tout le système professionnel tel qu'on le connaît, ça n'existe pas.
Donc il n'y a pas cette culture de nécessité d'avoir des contrôles imposés, réguliers et structurés. Et ça fait partie de la démarche sur laquelle on doit travailler. Et là, on a besoin du gouvernement pour dire à l'Argentine, voilà quels sont les outils dont on a besoin. L'Argentine doit nous suivre dans cette action. Le rôle de la France doit rester actif dans ce domaine. À mon avis, c'est très important. Merci. Alain Néry. Oui, Monsieur le Président, on a vécu ensemble, si j'ose dire, les premiers pas de la lutte antidopage avec la France comme pionnière. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a un rôle majeur. Et d'ailleurs, vous le soulignez fort à propos. Moi, je suis heureux de vous entendre dire que vous êtes tout à fait favorable au contrôle inopiné. Parce qu'on a écouté beaucoup, dans les sports collectifs en particulier, nous dire « Ah oui, mais on ne peut pas aller contrôler inopiné, parce que nous, on sait toujours où on est. » Ben oui. Mais le contrôle inopiné, s'il est inopiné, c'est qu'il peut avoir lieu à tout moment, à tout endroit. Parce qu'on sait bien que le dopage a beaucoup évolué. On peut le regretter. Il est devenu beaucoup plus sophistiqué. Un temps, il suffisait de faire des contrôles pendant les compétitions pour être sûr de trouver celui qui est dopé. Aujourd'hui, on maintient les contrôles pendant les compétitions parce qu'il faut bien les maintenir, puisque si on les supprimait, on pourrait recommencer à se doper avec les moyens de dopage pour le jour de la compétition. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, on arrive à se préparer avec ce qu'on appelle le dopage retard. Et que c'est même tout l'art de la matière, si j'ose dire, l'art diabolique. Donc, très satisfait de voir que vous êtes pour les contrôles inopinés, mais c'est bien facile si on veut se limiter. Je crois qu'il ne faut pas se limiter aux contrôles inopinés dans les sports dans le haut niveau. Il faut le faire également chez les jeunes d'une façon préventive, parce que le contrôle inopiné, à mon sens, doit être une action de prévention. Et on est pour la prévention. Bien sûr, on est obligé de passer par la sanction, mais on est avant tout pour la prévention et pour protéger la santé des sportifs. C'est les titres des lois antidopage en France, et je crois que ça détermine bien l'objectif. Mais c'est quand même bien facile, le sport de niveau, à faire les contrôles inopinés pendant la période de préparation. Puisque, si je m'abuse, mais vous allez si vous me dire si je me trompe, mais je crois bien que je ne me trompe pas, les fédérations sont bien amenés à donner un certain nombre de joueurs qui sont retenus en vue de la préparation à la compétition. Donc ceux-là, on sait qui ils sont, et il doit être facile de les localiser pour faire le suivi. Alors, le contrôle inopiné fait partie de l'ensemble du suivi longitudinal. Donc ça me paraît facile de le faire. Et si beaucoup de joueurs de l'hémisphère sud maintenant sont dans l'hémisphère nord, ça permet encore plus facilement de les localiser et ça coûte encore moins cher pour aller faire les contrôles inopinés. Donc ça me paraîtrait plutôt une facilité. Mais faut-il que les fédérations nous aident dans ce domaine-là? Donc la question que je vous pose, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut un engagement des fédérations, également des fédérations internationales bien sûr, pour aller vers ces contrôles inopinés? Et deuxième question, il y en a qui vont dire c'est mon dada. Mais chacun en a un, alors pourquoi pas moi? Les AUT, les autorisations à usage thérapeutique, dans le rugby, est-ce que vous pouvez nous dire de combien de demandes vous êtes saisis annuellement? Et quel est votre sentiment sur le fait qu'un joueur dise, moi, pour disputer ma compétition, il me faut un médicament? Moi, j'ai toujours pensé que pour faire du sport, il fallait être en bonne santé. Donc, j'en conclus que le jour où je ne suis pas en bonne santé, je suis au repos. D'autant plus que vous avez dit fort bien qu'aujourd'hui, c'est régi par le Code du travail, puisque vous ne pouvez pas limiter le nombre de matchs, encore que les fédérations peuvent bien limiter le nombre de matchs, en limitant, comme c'est fait, le nombre de clubs par compétition. Le top 14, on joue moins de matchs que quand c'était le top 20. Merci, donc, Alain. Je vous pose cette question, c'est l'AUT. Il y a déjà 3 questions, donc laissez M. Lapassé répondre. C'est 3 questions. Bon, je vais commencer par la première sur les contrôles inopinés. Oui, sur les préparations pour la Coupe du Monde. C'est pour ça que je dis que la Coupe du Monde, c'est bien encadré. On a des systèmes préparatoires sur lesquels on peut intervenir bien longtemps en avance. On commence à établir une préliste de joueurs le mois de juillet et la compétition a lieu au mois d'octobre.
Donc là, là-dessus, on a des outils pour travailler. Là-dessus, c'est pour ça que ça ne pose pas de problème. Et quand on se marche un peu sur les pieds, quand je dis entre les organismes, c'est qu'on doit prévoir pendant ces périodes-là des systèmes dans lesquels on peut intervenir de façon coordonnée et qu'on sache vraiment comment on peut avancer. Mais les contrôles, oui, inopinés, oui, ça me paraît nécessaire à la bonne marche du dispositif. Sur les AUT, oui. Là, j'ai toujours eu, moi, cette interrogation. Et je n'ai pas la réponse, mais j'aimerais bien avoir un jour, si on peut trouver pourquoi et comment. Il y a de plus en plus d'asthmatiques sur les terrains de sport, c'est un peu gênant. Alors je ne sais pas dans quelles conditions, est-ce que c'est sur quel type de raison on intervient sur l'asthme aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais ça m'a interpellé. Bon, j'en connais quelques-uns que j'ai même interrogés quand j'étais président de la Fédé. Mais j'ai eu des réponses. Bon, mais oui, mais c'est toujours un peu embêtant, quoi. Donc j'aimerais savoir un peu si on peut trouver un jour la raison qui fait que c'est un peu perturbant dans la façon d'aborder un petit peu les sujets. Alors s'il y a des prescriptions médicales exercées, le médecin prend ses responsabilités. Hein. C'est lui le médecin, c'est lui qui intervient. Je crois que le facteur médical aussi est de plus en plus présent aujourd'hui dans les questions de dopage, on l'a bien vu. Hein, ce sont des questions qui sont extrêmement importantes et que le rôle joué par le médecin dans une équipe, dans un club est un rôle extrêmement important dans la façon d'aborder les problèmes de santé. Puisque la partie dopage, c'est la santé qui est en cause. C'est pas truquer le jeu d'abord, c'est la référence à la santé de l'athlète qui est d'abord prise en considération. Donc là-dessus, le poids du médecin, il est quand même important et que le choix des médecins doit être vraiment très, très, très mesuré par les clubs. J'espère qu'ils le font tous, avec conscience. Mais c'est un sujet, l'AUT, qui m'a toujours un peu dérangé. C'est clair. Président, une autre question. C'est bref, sur le jeu. On a encore des collègues. Sur le jeu lui-même. Puisqu'en tant que fédération, vous êtes maître de modifier les règles du jeu. Oui. Or, on est obligé de constater les uns et les autres que le rugby, puisque c'est du rugby dont on parle aujourd'hui, les règles ont considérablement évolué. On le voit bien, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qu'on privilégie? C'est le contact. Et dans la violence, dans le contact. Ce qui fait qu'effectivement, on demande à des joueurs d'avoir une autre morphologie qu'elle était il y a quelques années. Et que cette dérive morphologique peut être aussi la raison de pratiques dopantes. Puisqu'on nous a dit que même si on prenait des compléments pour se développer morphologiquement, il y avait des médicaments qui facilitaient la meilleure utilisation, le meilleur rendement, si j'ose dire, du sport. Or, quand vous avez également donc les règles qui font qu'on cherche plus la percussion et la violence, quand on sait qu'il y a plus de durée de temps de jeu, est-ce qu'on ne peut pas effectivement dire que dans une mesure de prévention, on revoit un peu les règles? Bon, là-dessus, il faut faire attention à ce qu'on dit sur les règles, parce que Montferrand, pour l'exemple de Montferrand, puisque ça se passe sur Montferrand, dans le défi physique, ils sont pas mal. Attendez, mais mais par contre, vous avez avec les mêmes règles du jeu, en rugby, c'est ce qui est particulier à ce jeu, vous pouvez jouer de façon extrêmement différente. Vous pouvez jouer comme jouent les l'Hémisphère Sud aujourd'hui. Je ne sais pas si vous suivez un peu les matchs de l'Hémisphère Sud qui sont sur les chaînes de la télévision française aujourd'hui régulièrement, quasiment tous les jours. On a des matchs qui sont retransmis. Le jeu est beaucoup moins axé sur le défi physique, il est axé sur la course, sur la circulation du ballon, sur la continuité des rythmes de jeu. Il est moins basé sur le défi, sur le ruck, sur le maul, qui sont des actions extrêmement puissantes où on fait jouer la masse musculaire à outrance. Donc ce sont les mêmes règles. Et chaque culture de jeu est différente dans ce monde qu'on a de rugby. C'est un peu cette particularité, donc il m'est difficile de peser sur les règles, dans la mesure où elles permettent à la fois une très grande circulation du ballon et un très grand mouvement, où on a des scores qui se terminent par 43 à 38, des grands scores élevés avec beaucoup d'essais. Et dans l'hémisphère nord, où malheureusement on se contente d'un jeu qui est extrêmement basé sur le combat, sur la lutte, sur le défi, et qui donne à l'arrivée des scores extrêmement serrés avec 12-9 ou des matchs où il n'y a que des coups de pied de pénalité dans les matchs parce qu'il n'y a même pas un essai marqué. C'était récemment, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Donc voilà, et ce sont les mêmes règles. Donc là-dessus, la règle n'est pas du tout un élément qui peut gêner le dispositif du jeu.
mais qui est un élément voilà, que les joueurs intègrent et que surtout les coachs intègrent en fonction de leur effectif ou de leur choix stratégique. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui influe directement sur le dopage. Merci. L'heure avançant, Vincent Delahaye, sans doute pour la dernière question. Oui, Monsieur le Président. Peut-être le rapporteur après, moi, on verra. Je suis aussi maire de Massy, donc je m'intéresse beaucoup au rugby. Donc c'est bien, je savais que je vous avais rencontré quelque part. Vous avez inauguré notre maison du rugby. Exact. Moi, je suis arrivé en cours et je m'en excuse, mais du coup, j'ai pas entendu. Alors, vous n'avez pas répondu au nombre d'AUT. Là, tout à l'heure, il y avait une demande sur le nombre d'AUT. Je ne connais pas le nombre. Non, mais en pourcentage ou en disant, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est... Est-ce que... Je sais pas, faut voir avec la Fédération française aujourd'hui. Je n'ai plus de souvenir vraiment d'avoir un nombre. C'était pas quand même quelque chose de très développé quand j'y étais. Ça c'est peut-être où je l'accentue, je ne sais pas. Franchement, j'ai pas d'éléments pour vous répondre. Moi, mes questions étaient plutôt... J'avais cru comprendre qu'il y avait assez peu de contrôle dans le rugby. Est-ce que vous jugez, vous l'avez peut-être dit, que c'est assez ou est-ce qu'il faudrait les augmenter sensiblement? Et quel est le coût du contrôle? Est-ce qu'il y a un problème financier derrière? Qui le supporte et comment faire pour éventuellement augmenter un peu le nombre de contrôles dans le rugby? Oui. Alors le nombre de contrôles, effectivement, on le fait je parle au niveau international puisque je n'ai pas les chiffres de la Fédération française de rugby, hein, j'ai le chiffre international. Nous on a fait cette année en 2012 uniquement sur on est maître de 5 compétitions en rugby, puisqu'il faut savoir aussi une chose, c'est que nous ne sommes pas maîtres de 6 nations, nous ne sommes pas maîtres des Coupes d'Europe, nous ne sommes pas maîtres des Tri-Nations, nous ne sommes pas maîtres des Super 15. Ce sont des organisations régionales, locales, qui ont la charge du dispositif complet. Nous ne sommes responsables à l'IRB que des compétitions de la Coupe du Monde à 7, de la Coupe du Monde à 15, des moins de 20 ans, des masculins, féminins, voilà. Donc c'est notre système s'arrête là. Donc ça, il faut bien voir aussi qu'au niveau international, j'ai du mal à faire évoluer cette tradition britannique très marquée parce qu'il faut 2/3 des membres pour faire changer le statut. Et j'ai malheureusement pas cette possibilité avec moi. Il est très difficile de faire évoluer l'IRB vers une vraie fédération internationale qui maîtrise l'ensemble de ces compétitions internationales. C'est pas le cas. Donc ça, c'est un facteur pour moi difficile. Pour vous répondre, on a fait, j'ai le chiffre tout à l'heure, on a fait un peu plus de 6000 contrôles dans l'année 2012. Et on en a fait 1542 hors compétition, dont 359 contrôles sanguins. Donc on a une force sur uniquement, je vous dis, la Coupe du Monde, masculin-féminin, les rugby à 7 et les compétitions internationales, les tournées internationales. Donc c'est une pression importante que l'on met, sans compter les contrôles qui sont faits par l'AMA directement et qui intervient sur un dispositif particulier initié selon des critères de l'AMA. Donc il y a une pression rugbystique qui est très marquée. Il ne faut pas laisser en croire qu'on n'a pas une pression sur les contrôles. Ils sont vraiment extrêmement marqués. Ils sont aussi inopinés. Ils ne sont pas uniquement en compétition. Ils sont en dehors des compétitions. On a la volonté vraiment de marquer le territoire. Vous avez l'impression que c'est la même chose dans les compétitions que vous ne maîtrisez pas? Mais par exemple, en 6 nations, il n'y a que 2 joueurs par match qui sont testés. Voilà. Donc c'est une référence codifiée par les 6 nations. Il y a 2 joueurs par match qui sont désignés à la fin du match et les 2 joueurs sont pris. Bon, un de chaque équipe. C'est peut-être pas suffisant. Il faudrait peut-être investir un petit peu plus avant, pendant, je ne sais pas, trouver des systèmes qui permettent d'avoir sur l'équipe un nombre un peu plus important de joueurs qui sont assignés sur le contrôle antidopage. Voilà. Ça, malheureusement, on n'est pas habilité à pouvoir intervenir sur ce dispositif. J'ai pas d'idée. Je sais que c'est relativement onéreux, mais j'ai pas de chiffres à vous donner, malheureusement. Je peux vous les communiquer, mais j'ai pas de chiffres. Ils m'ont pas été communiqués par les gens de chez moi. Si vous les obtenez auprès on dirait ici, de vos services, oui, vous serez aimable de nous les transmettre. Je m'en occupe. S'il vous plaît. Là, c'est vraiment la fin. Pour terminer, le rapporteur à nouveau. Bien, Monsieur le Président, vous êtes président de l'IRB, mais vous êtes également depuis quelques mois président du Comité français du sport international et nous vous en félicitons. Merci. Puisque donc la ministre des Sports a décidé de donner au mouvement sportif la dimension internationale du sport français. Et l'une de vos missions, c'est en particulier de développer la participation française à ce que vous appelez des projets stratégiques internationaux.
Est-ce que vous pensez justement que la lutte antidopage ne peut pas être un de ces grands projets internationaux, notamment au niveau européen, qui permettrait d'accroître le rayonnement de la France? Ou bien est-ce que vous considérez cela comme une éventuelle difficulté pour l'organisation de grandes compétitions internationales en France? On a eu un débat notamment concernant les Jeux Olympiques de 2012. Oui, oui. Cela aurait, paraît-il, handicapé la candidature de Paris. Je ne sais pas que ça qui l'a handicapé, mais ça peut être joué à la marge, j'en sais rien. En tout cas, oui, il y a deux choses dans votre question. La première, c'est que d'abord la ministre est toujours membre de l'AMA, donc elle va aujourd'hui acter par sa présence au sein même du Conseil de l'AMA du rôle de la France et pousser sur ce dispositif. Donc ça, c'est un point très important. Il faut vraiment qu'on soutienne la ministre dans cette action et qu'on puisse l'aider à marquer ce territoire pour la France. Donc nous, on fait partie de ce dispositif. Le comité français aujourd'hui a cette volonté de pouvoir collaborer avec les services de l'État sur les parties qui appartiennent plus fondamentalement à la dimension politique menée par la ministre. Donc on va s'appuyer sur les actions qui sont menées par elle. On va essayer d'avoir avec elle des relations régulières pour voir quels sont les terrains sur lesquels on peut avancer. Il faut qu'on porte un même discours. L'idée, c'est de mettre en commun ces moyens d'action. C'est de pas de partir tout seul et laisser la ministre se débrouiller parce qu'elle est à la main. Au contraire, c'est de s'appuyer sur ce qui va se passer à la main sous la dimension de la présence de la ministre et voir quels sont ses thèmes, quelles sont ses actions, et nous derrière avec le comité français qui va réunir l'ensemble des autres intervenants, pousser, agir, travailler dans le même sens, qu'on puisse véritablement aborder ces questions pour en faire une priorité internationale. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse au niveau du CIO, si c'est le cas, et je pense qu'il y a d'autres instances, mais le CIO c'est quand même l'instance fondamentale, qu'on puisse peser pour que le rôle de la France soit un rôle reconnu, non seulement reconnu comme il est aujourd'hui, mais en même temps efficace et acteur de la promotion du sport. On ne peut pas concevoir aujourd'hui un vecteur de sport dans une promotion forte internationale s'il n'y a pas avec la certitude que l'on développe des valeurs qui vont avec ce développement du sport. Ça fait partie véritablement du même outil. Donc je crois que c'est vrai pour moi, pour le comité français, c'est un axe sur lequel on va travailler en liaison, bien évidemment, avec la ministre. Et dernière question, il ne vous a pas échappé, Monsieur le Président, qu'une de nos auditions a soulevé quelques émois dans le monde du rugby Qui c'était ? Le dopage. Ah. Alors justement, dans ce face-à-face amical mais viril entre deux anciens premières lignes, est-ce que vous êtes plutôt derrière la position de Serge Simon ou derrière celle de Laurent Benezech? Ah, Benezech Simon. Vous savez, Benezech m'a déjà fait le coup quand j'étais président de la Fédé. Un jour, il m'a fait une déclaration, on reprendra, je crois, les anciens de la presse doivent savoir, il y a eu une déclaration de Laurent Benezech là-dessus pendant un certain nombre de jours, il a fait une déclaration. Donc j'avais convoqué Benezech, j'avais dit à Benezech, Laurent, dis-moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu sais? Ah ben non, mais je sais pas, mais si, mais c'est des rumeurs. J'ai jamais pu obtenir de Laurent quelque chose de précis pour faire valoir des arguments. Je lui ai dit, écoute Laurent, ça m'embête parce que tu fais des déclarations où tu es reconnu. À l'époque, il était international, il était acteur, il était joueur. Et je Laurent, mais attends, mais tu peux pas faire des choses comme ça si tu n'as pas des choses, il faut le dire. Moi, je suis prêt à entendre. Hein. Dis-moi ce qui se passe, comment et pourquoi. Et on va y aller. On va le faire. J'ai jamais pu. Donc, je répète, pour Laurent, ça m'embête de le voir encore une fois comme ça, parce qu'il ne va pas plus loin qu'un discours. Et si c'est pour faire des discours autour d'une table et boire un coup derrière, c'est pas suffisant, quoi. Le dopage, c'est quelque chose de social, c'est quelque chose qui touche pas uniquement l'athlète, c'est quelque chose qui va au plus profond. Quand je vois des articles qui sont faits depuis de nombreuses années sur le dopage, et j'entends des réactions dans le public qui disent finalement tout le monde est dopé, parce que certains ne sont pas contrôlés, ils ne sont pas dopés. Non, autant libéraliser le dopage, il y a encore ce discours qui est tenu aujourd'hui. Pourquoi on fait encore des contrôles de dopage alors qu'on sait très bien qu'à la marge, les scientifiques, ils auront plus de pouvoir que les contrôles qu'on va mettre en place. Donc je crois que c'est un vrai débat de société. C'est pas simplement un discours. Et Laurent Benezech, qu'avec ce discours, il fait pas c'est pas bien. Il faut qu'il aille plus loin. S'il a vraiment des choses à dire, il le dit. Ou alors il donne des moyens pour faire autre chose et trouver des solutions, mais pas comme ça. Voilà, c'est un peu mon sentiment. Je suis un peu passionné quand je dis ça parce que je trouve que c'est pas bien, quoi. Si vraiment. Ne présentez aucune excuse pour votre passion. Nous avons une passion moins importante, parce que nous ne sommes pas en première ligne, mais
nous sommes aussi, mon voisin me souffle, une passion tranquille. Je ne sais pas à quoi il fait allusion d'ailleurs, mais bon. Je n'ai pas précisé d'où venaient les uns et les autres, mais un certain nombre d'initiés comprendront. Merci, Monsieur le Président, pour l'ensemble des choses que vous nous avez dites aujourd'hui. Je le dis à tout le monde et je me permets de faire la même chose avec vous. S'il y avait des choses sur lesquelles vous souhaiteriez revenir, nous sommes toujours prêts à recevoir un complément écrit. Ça n'est pas obligatoire, mais si dans les jours qui viennent, vous pensez à tel ou tel aspect que vous auriez souhaité évoquer et que nous n'avons pas envisagé nous-mêmes, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci à vous. Merci. Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux en recevant M. Patrice Clerc, ancien président d'Amaury-Sport Organisation. Je rappelle aux personnes qui sont dans le public, journalistes et non journalistes, qu'il n'est pas possible de s'exprimer en approuvant ou désapprouvant ce qu'elles entendent. Et je vais, deuxième temps, vous demander, M. Clerc, de bien vouloir jurer de dire la vérité, toute la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup. On me dit que vous n'auriez pas besoin de faire une intervention liminaire. On peut, si vous le souhaitez, passer directement aux questions, comme vous le souhaitez. Peut-être en deux mots, parce que je vois ancien président, ce que je disais à l'instant, c'est la parfaite définition de l'has-been, vous savez. Et donc, peut-être resituer un peu ce que je fais actuellement. Je suis président d'une société qui s'appelle OC Sport, qui est spécialisée dans l'organisation d'événements, plutôt dans le domaine de la voile et de ce qu'on qualifie généralement de sport et d'activité outdoor. Auparavant, j'ai été d'octobre 2000 à octobre 2008 président directeur général d'ASO. Et j'avais commencé ma carrière dans le sport en 1979 avec le tennis et la Fédération française de tennis, où je me suis occupé pendant près de 21 ans de Roland-Garros que j'ai dirigé et l'Open de Paris de tennis que j'avais eu le plaisir de créer. En fait, mon entrée dans le sport, préalablement, j'avais commencé ma carrière professionnelle dans le négoce international de matières premières, c'est pas grand-chose à voir. Mais mon arrivée dans le sport a été dictée, conduite par ma passion pour le sport, pour tous les sports en fait. Sans doute une frustration aussi de ne pas avoir été un sportif de haut niveau, peut-être un peu caché, je me suis rendu compte sur le tard. Et au-delà de la passion pour le sport, c'est aussi la passion, l'intérêt, plus l'intérêt que la passion d'ailleurs pour les grands événements sportifs qui m'ont toujours fasciné. Alors, je n'ai pas de déclaration liminaire ou préliminaire à faire de longue, mais simplement, en réfléchissant à cette audition hier, je disais la seule chose que j'avais peut-être envie de dire, c'est que cette question de la lutte contre le dopage, elle est essentielle évidemment à mes yeux, mais comme au même titre que toutes les luttes contre les dérives dans le sport, qu'elles s'appellent corruption, qu'elles s'appellent arrangement, qu'elles s'appellent manipulation de résultats, en fait toute forme de triche. Et certes, le dopage, il y a une dimension qui s'ajoute. C'est celle de la santé des individus et des athlètes. Mais fondamentalement, si on enlève, et c'est évidemment pas négligeable, si on enlève cette dimension de santé, ce qui me semble important, et c'est vraiment une des choses auxquelles je crois, c'est l'absolue nécessité de lutter contre toute forme de triche, et pas simplement le dopage, tout ce qui vise à manipuler les résultats. Vous savez, je me suis posé souvent la question de savoir d'où vient, à quoi tenait ce formidable engouement pour le sport qui date grosso modo du milieu des années 70 ou des débuts des années 70. Et je pense qu'il y a évidemment ce à quoi on fait souvent référence, qui est le côté extraordinairement spectaculaire, fait pour la télévision, fait pour les nouveaux médias du sport, qui a été évidemment une des causes à l'évidence du succès du sport planétaire. Mais il y a deux autres éléments qui m'apparaissent essentiels. Le premier,
c'est que je crois, c'est un des rares langages communs à notre planète aujourd'hui. Il me semble que le sport, aujourd'hui, permet à des populations de culture, de race, d'origine, de niveau social, de niveau de vie différents, de pouvoir communiquer à l'unisson. Et j'en vois pas beaucoup d'autres. Et ça, à mon avis, une des explications pour lesquelles les entreprises se sont emparées du sport comme vecteur de communication. Et l'autre qui nous ramène à notre sujet, eh bien, c'est sûrement un des éléments essentiels à mon sens, c'est l'égalité devant une règle. Je crois que ce qui marque les esprits, consciemment ou inconsciemment, des amateurs de sport sur la planète, c'est que c'est un des rares univers où, eh bien, on est tous placés à égalité à un moment ou à un autre devant une règle que le sport a édictée. Je vais prendre un exemple dans le rugby. Quand la balle touche la ligne, elle est dehors, la ligne de touche. Et dans le foot, quand elle touche la ligne, elle est dedans. Donc ça paraît paradoxal, hein, mais c'est comme ça. La règle a dit dans un cas que c'était bon, dans l'autre cas que c'était faux. Donc la règle, c'est ça qui lie aujourd'hui. Le respect de la règle, c'est ça qui fait, à mon avis, fondamentalement, une des raisons du succès du sport. Tout le monde, vous soyez petit, grand, gros, noir, jaune, blanc, on vous donne une règle et vous avez à la respecter. Et à partir du moment où on enfreint cette règle, à partir du moment où on truque cette règle, et le dopage est évidemment un des sujets qui peut nous préoccuper, qui doit nous préoccuper en priorité dans ce respect des règles, eh bien vous portez atteinte à la crédibilité du sport. Et je pense que si le sport perd sa crédibilité, quel que soit le sport, j'imagine qu'on va parler à un moment ou à un autre de vélo, mais quel que soit le sport, à partir du moment où vous portez atteinte à sa crédibilité, eh bien je crois que le sport en général et le sport tel qu'il plaît à la planète entière est en grand danger. Peut-être pas à court terme, peut-être pas à moyen terme, mais il est, à mon sens, en grand danger parce que ça devient un gigantesque show où justement cette égalité, où ce moment intense qui nous fait tous vibrer, où on sait que David peut battre Goliath, eh bien, si on arrange les choses de manière à ce que David ne gagne plus jamais contre Goliath, je crois que le sport est en grand danger. Et il me semble, peut-être c'est un message un peu d'un autre temps et de quelqu'un qui est un ancien, qui n'est plus actif, mais je pense que c'est peut-être le plus grand danger aujourd'hui que guette le sport, c'est sa perte de crédibilité. Merci. Moi qui bêtement disais, vous n'allez pas faire de déclaration liminaire. Je dois dire que celle que vous venez de faire, à titre personnel, me convient parfaitement. On va passer à la phase de questions, si vous le voulez bien, et comme d'habitude, je me retourne vers Jean-Jacques Lozac, notre rapporteur, pour enclencher les questions. Jean-Jacques. Bien, Monsieur Clerc, donc vous l'avez rappelé, vous avez été président-directeur général d'Amaury Sport Organisation pour la période 2000-2008 et bien évidemment c'est une période qui nous intéresse pour ce qui concerne notre mission parlementaire, notre commission, puisque bien évidemment nous avons été très marqués par l'éclatement de l'affaire Armstrong ces derniers mois. Mais tout d'abord un petit retour sur l'histoire. Donc vous êtes arrivé à Asso en 2000, vous avez succédé dans ce groupe à Jean-Claude Killy et à son équipe, suite à une sorte de désaccord stratégique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les raisons qui ont conduit au départ de Jean-Claude Killy et son équipe et votre arrivée? Ne peux que vous dire ce que j'ai entendu dire quand je suis arrivé. Moi, j'étais, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, j'étais à l'époque en charge de Roland Garros, entre autres, et je crois qu'il y a eu un désaccord profond entre l'actionnaire, à l'époque Philippe Amaury, et Jean-Claude Killy et son équipe, effectivement, sur la manière dont l'équipe en question souhaitait conduire le développement d'Amaury Sport Organisation, avec, je crois aussi, des désaccords sur les projets de développement qui n'étaient pas forcément dans le sport. Il y a eu l'épisode du Futuroscope qui a coïncidé avec mon arrivée. Et je pense que à la suite de cette période des accords, il y a eu un clash, ce qu'on appelle communément un clash. Et du reste, entre le clash qui a dû, si ma mémoire est fidèle,
qui a dû avoir lieu fin 99, et ma décision d'accepter la proposition du groupe Amaury qui date du mois de mai 2000, eh bien, il y a eu une période pendant laquelle, effectivement, la société ASO n'a pas eu de dirigeant. Maintenant, sur les raisons fondamentales du clash, je dois vous avouer que je les connais pas. Je n'étais pas dans l'intimité des uns et des autres. Et sur les conditions de votre départ, maintenant? Bon, je crois que c'est assez simple. Il y a eu un peu de temps qui est passé depuis, donc j'ai eu le temps peut-être d'analyser, de relativiser tout ça. Je pense que c'est un choix industriel, en fait, en quelque sorte, si vous voulez. C'est un choix d'entreprise. L'actionnaire, voilà, j'en ai bien conscience maintenant. C'est arrivé, ça m'est arrivé dans le groupe ASO, mais c'est arrivé aussi dans beaucoup d'autres sociétés, notamment de sociétés de type familial, d'autres cas, quand l'actionnaire est tout puissant, l'actionnaire est seul décisionnaire, et dès lors que l'actionnaire décide à un moment ou un autre que vous n'êtes plus l'homme ou la femme pour mener à bien telle ou telle mission qu'il considère aujourd'hui comme prioritaire, eh bien, il n'y a pas 36 solutions, hein, où c'est soumettre ou se démettre, c'est l'armée, où vous pliez, où il faut partir. Donc en l'occurrence, pour être plus spécifique, il y a un combat qui à l'époque avait été un petit peu suivi, qui avait été mené entre ASO et l'Union cycliste internationale sur un certain nombre de sujets fondamentaux pour l'avenir du vélo, pas simplement d'ailleurs liés à la lutte contre le dopage et aux mesures qui étaient prises, mais fondamentalement à la structure de ce sport. Et à un moment, les actionnaires ont décidé que ça n'était plus le moment de continuer la lutte. À mes yeux, c'était une erreur, parce que je pensais qu'elle était très bien partie. Je pensais qu'elle était gagnée, ou pratiquement gagnée, ou en tout cas gagnée à 90%, 95%. Et qu'on allait pouvoir sans doute reconstruire ce sport sur des bases, à mon avis, plus saines, mais ça n'était que mon avis. Et les actionnaires, je le répète, je ne peux que respecter ça. C'est leur choix. Ils ont considéré que l'intérêt du sport, et sans doute l'intérêt de la société, du groupe, était d'arrêter ce combat. Je pense qu'il y a eu aussi à l'époque beaucoup de questions qui se sont posées sur la scène internationale, notamment au niveau du Comité international olympique, sûrement du Comité français, sûrement aussi des autorités en place, à savoir que cette épine dans le pied était peut-être gênante. Et donc voilà, quand les actionnaires ont décidé de changer de stratégie, ce que je respecte, et ce que je respecte cette décision, c'est la leur, elle leur appartient puisqu'ils sont propriétaires de leur société, eh bien mon sort était scellé. Bien, donc en tant que à la tête de l'organisation, notamment du Tour de France, mais pas simplement du Tour de France, mais je reviens bien sûr sur cette grande épreuve. On a eu, je dirais, des versions différentes au cours de nos auditions précédentes, dans les relations donc entre le positionnement, les informations qui étaient possédées par l'organisateur de l'événement et puis ce qui se passait réellement sur le terrain, notamment en ce qui concerne la prise de produits dopants. D'un côté, Monsieur Prudhomme qui nous dit, comme organisateur, je m'occupe uniquement du parcours, je m'occupe uniquement de la logistique, je m'occupe uniquement de la sécurité, je n'ai pas de relation avec les coureurs. Et puis une position diamétralement opposée d'un ancien ministre des Sports nous disant c'est pas possible, quand on vit ensemble pendant un mois
caravane publicitaire, une caravane tout court, etc. Quand on passe un mois ensemble, il n'est pas possible d'être parfaitement informé de ce qui se passe. On l'a vu notamment avec Hamilton, ce qui se passe le soir dans les hôtels, dans les villes d'étape en ce qui concerne la prise de produits dopants. Comment vous situez par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui vous reste de cette période et des informations dont vous disposiez? Je pense, d'abord, je pense ça m'étonne beaucoup. J'ai pas suivi j'étais pas mal en voyage ces derniers temps. J'ai pas eu le loisir de regarder les dites interventions ou les dites auditions. Par contre, je vois quel ministre vous faites allusion, à quelle déclaration, parce que ça, je l'ai lu dans le journal. Je pense que c'est quelque chose qui m'étonne beaucoup. C'est quelque chose qui m'étonne de la part d'un ministre qui était en exercice il n'y a pas si longtemps, de méconnaître que dans les pouvoirs de l'organisateur sont limités. Que l'organisateur ait à un moment ou un autre des informations ou des suspicions, on y reviendra. Mais le pouvoir de l'organisateur par rapport à une fédération de tutelle est incroyablement limité. Il n'a pas de pouvoir de contrôle, il n'a pas de pouvoir de police, il n'a pas de pouvoir de sanction. Et on y reviendra aussi, j'imagine. Il n'a pas de pouvoir non plus sur la sélection des équipes ou des coureurs. En fait, dire l'organisateur peut faire quelque chose. Oui, il peut essayer de faire quelque chose. Je le sais puisque j'ai essayé pendant 4 ans. Du reste avec quelques succès. Mais je crois que c'est vraiment méconnaître quels sont dans le cadre d'une fédération, d'un rapport entre une fédération et un organisateur, quels sont les vrais pouvoirs du dit organisateur. Mais je le répète, on aura l'occasion d'en parler. Pour répondre plus précisément à votre question, moi je me suis astreint d'ailleurs c'est pas une astreinte, c'est pas une contrainte, c'est un plaisir, mais à suivre le Tour de France autant que je le pouvais. Pourquoi? Parce que c'était pas mon sport, et puis ensuite parce que outre comme je vous le disais tout à l'heure, la passion que j'ai pour tous les grands événements, ça paraissait extrêmement important d'essayer de comprendre de l'intérieur, à la fois le fonctionnement de cette incroyable machine, et également essayer de comprendre. Moi, je suis arrivé chez ASO début octobre 2000, c'est-à-dire pratiquement le jour où a commencé le procès dit Festina. Donc, comme baptême, c'était pas mal, mais donc j'avais vraiment envie d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et c'est très compliqué de dire qu'il y a des informations qui vous parviennent, parce que vous pouvez essayer de les glaner en tant que voilà, nouveau débarqué dans cet univers. J'ai été nouveau pas si longtemps que ça, parce que le fait justement d'être très présent, je crois montrer aux uns et aux autres que je m'intéressais au sujet. Je crois aussi le fait d'avoir tenté de mener un combat à partir de 2003-2004 assez fort contre le pouvoir en place a aussi montré ma détermination à essayer de mieux comprendre et de mieux maîtriser un certain nombre de données. Mais moi je me souviens fort bien d'avoir entendu des journalistes, d'avoir entendu des anciens coureurs, d'avoir entendu des gens dire ouais mais tout ça c'est pas possible, mais lui ses performances sont surhumaines, sont anormales. Ok, oui, d'accord. Donc certes on entend ça, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe? Qui contrôle? Quels sont les résultats? Quels sont il y avait strictement rien. Il y a eu sur les dernières années, il y a eu l'apparition de l'OCLAESP qui faisait s'est livré à des enquêtes, des filatures, des poursuites, je sais pas comment on appelle ça, des planques auprès des hôtels, mais je me souviens à cette époque d'un certain nombre de réunions de débriefs qu'on pouvait avoir. À chaque fois, c'était des soupçons, c'était dire on a vu des trucs qui nous paraissent un peu bizarres autour de telle ou telle équipe. Et puis, mais je n'ai jamais eu en tant que président d'ASO, président directeur général d'ASO, je n'ai jamais eu des informations en me disant attends, là on a un truc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Jamais. Et quand il y a eu par exemple le dénommé Roumsas qui s'est fait attraper, je crois, ou le dénommé Frigo sur une aire d'autoroute, à la limite je l'ai appris en même temps que ça a été divulgué dans la presse. Merci. Alain Dufault. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur Clerc, 2 questions, si vous le permettez. Une qui touche au tour et l'autre au tennis. Je vais aller un petit peu plus loin que le rapporteur. Nous avons auditionné beaucoup de gens de la FLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, aussi bien des présidents que des chefs de service, laboratoires, etc.
on nous a indiqué clairement, bon, on le savait déjà un petit peu à travers la presse, que une des difficultés majeures pour les préleveurs, c'était le fait d'accéder directement à Lance Armstrong au moment où ils voulaient le contrôler. Il y avait toujours un décalage de 20 à 30 minutes qui, bien évidemment, en fonction des technologies nouvelles, permettait quelquefois de masquer, oui, je le mets entre guillemets, masquer éventuellement les produits dopants en question. Bon, c'est un rapport qui a été aussi rapporté par l'USADA, je crois, et ces difficultés, bien sûr, faussaient le contrôle. Alors, au moment où vous étiez en activité, aviez-vous eu connaissance de ces difficultés? Quelles mesures avaient été prises dans le cas présent? Et là, ça me paraît difficile de concevoir que ces retards ne puissent pas avoir été la conséquence de complicité. Alors, je suis assez de votre avis sur la dernière phrase. Mais là encore, c'est un avis personnel. Donc je ne suis pas sûr que ça compte beaucoup. Qu'est-ce qui se passe en fait dans le système tel qu'il a été conçu? Je pense que la fédération internationale a été sans doute assez en avance par rapport aux autres fédérations sur ce problème de la lutte contre le dopage. Pourquoi? Parce qu'elle a été plus sévèrement atteinte que toute autre fédération, avec, ça remonte à la mort de Tom Simpson, dont les plus anciens se souviennent, mais aussi avec toute l'histoire qui tourne autour du dopage et du vélo depuis quasiment toujours, et bien sûr avec ce couronnement, si je puis dire, impitoyable de l'affaire Festina. Je pense qu'à ce moment-là, la fédération internationale a, entre autres, estimé que pour protéger son sport, il fallait être en mesure de contrôler et de comprendre ce qui se passait. Et alors là, je n'ai absolument aucune preuve de ce que j'avance, mais il me semble que c'est dans la nature humaine, pour une fédération quelle qu'elle soit d'ailleurs, à un moment ou un autre, de ne pas être sans doute la plus à même de lutter contre un sport, contre le dopage dans son sport, alors même que l'image de son sport peut de facto être sérieusement détériorée. Donc il me semble que tout le problème vient de là. Après, complicité, pas complicité, est-ce qu'on a prévenu avant? Est-ce que le système qui a été mis en place par l'Union cycliste internationale à l'époque était plus un système qui était bâti et fait pour prévenir les équipes et prévenir les coureurs avant, en leur disant attention les gars, là vous allez trop loin. Au-delà de ce seuil ou au-delà de ça, on va plus pouvoir rien faire. Là, vous allez passer à la trappe. Est-ce que ça a été ça? Je pense que malheureusement, c'est une conséquence possible. Là aussi, j'ai aucune preuve de ce que je dis. Personne ne les a à ma connaissance. Mais je pense que c'est une conséquence probable et possible de ce qui se passe quand on confie à quelqu'un qui a une entité, fédération en l'occurrence, fédération internationale, on lui confie le pouvoir de contrôle, alors que son intérêt est sans doute qu'il n'y ait pas de contrôle. En tout cas, qu'il n'y ait pas de positif. Ce qui, évidemment, amène à un autre débat, un autre sujet, c'est qui doit faire les contrôles et qui doit faire des sanctions. Monsieur Dufaux, continuez. Merci. Bon, ça me permet d'enchaîner magnifiquement à ma deuxième question, puisqu'il s'agit de... Je crois que vous avez dit que vous étiez occupé de Roland-Garros pendant 21 ans, et la FLD se plaint de ne pas avoir accès à Roland-Garros. Et les contrôles antidopage se font uniquement sur ce grand tournoi par la Fédération internationale. Et je suis convaincu que si la FLD pouvait rentrer à Roland-Garros, le tournoi gagnerait en crédibilité. Voilà pour les travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur le dopage. Pour revoir ces travaux ou en savoir plus sur cette commission d'enquête, notre site internet publicsénat.fr. Tout de suite, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, preuve par 3, qui reçoit ce soir Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste et sénateur de Paris. Bonne soirée à tous.